à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Sommes-nous devenus les esclaves de la mondialisation heureuse? C'est un peu la question que nous allons nous poser dès à présent, mais avant tout, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette émission. Allez, c'est parti! À la sueur de ton front, c'est le nouvel ouvrage de mon invité Laurent Izard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agrégé d'économie, normalien, et vous avez publié ce dernier ouvrage, À la sueur de ton front, avec un sous-titre, Les vraies conséquences de la mondialisation sur le travail en France. C'est aux éditions de l'Artilleur, et bien sûr les téléspectateurs peuvent l'acheter sur la boutique officielle de tvliberté.com. Alors vous décrivez dans ce livre, à la manière d'une enquête, les ravages de la mondialisation sur le monde du travail en France, comment il a contribué à faire augmenter le chômage de masse, la précarisation et bien sûr la souffrance au travail. C'est ce que je disais en présentation, en préambule de cette émission. La mondialisation a-t-elle fait finalement de nous une forme d'esclaves modernes ? Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que la mondialisation a toujours permis, et tous les historiens de l'économie le disent, la croissance de l'économie mondiale, le développement de certains pays. En soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est vrai qu'une mondialisation non régulée ne fait pas que des heureux. Il y a des gagnants, il y a des perdants de la mondialisation. Et ce qui est en train de se produire actuellement, c'est que de nombreux Français qui travaillent ou qui sont au chômage deviennent les victimes de la mondialisation non régulée. Finalement, on a le sentiment que la population qui profite de cette mondialisation, elle est très peu nombreuse. Alors, on distingue effectivement deux catégories de personnes en France, hein, celles qui habitent en général dans les grandes villes ou dans les grands pôles économiques et qui profitent bien de la mondialisation. Et puis, il y a ce qu'on appelle parfois la France périphérique qui, au contraire, souffre. Et on voit dans un certain nombre de villes en France des taux de chômage qui sont véritablement inquiétants. On voit des commerces qui ferment. On voit une population qui se paupérise peu à peu. Et c'est vraiment extrêmement préoccupant à mon sens. Alors dans ce livre, vous parlez très longuement de la question de la rentabilité, qui est une forme de pression subie aussi bien par les entreprises finalement que par les salariés, qui engendre une lourde souffrance au travail, qui va de mal en pis. Expliquez-nous en quoi c'est la mondialisation qui crée cela finalement. Alors, si vous voulez, nos entreprises sont soumises à une concurrence internationale qui est de plus en plus intense et qui prend différentes formes. Et pour rester compétitives, nos entreprises sont obligées, sont tenues de reporter la pression qu'elles subissent sur leurs propres salariés, qui eux-mêmes, de ce fait, sont pressurisés et on leur impose parfois des objectifs qui sont difficilement atteignables, on leur impose des cadences de travail de plus en plus lourdes, et c'est de là que vient véritablement la souffrance au travail des Français. Alors vous parlez d'un leitmotiv très choquant, hein, le fameux « kill or die », tuer ou mourir. Et vous parlez de cette mentalité des managers qui finalement essaient de pressuriser les salariés au maximum pour aller vers cette productivité. Kill or die, c'est un leitmotiv que j'ai entendu très souvent dans les entreprises. Et effectivement, pour moi, c'est absolument pas sain. Nos salariés sont effectivement pressurés. Et ce qui se passe, c'est qu'on rejette souvent la responsabilité sur les managers de proximité, qui seraient excessivement pointilleux, arrogants, dictatoriaux. Or, en réalité, je pense qu'il faut aller chercher les vraies raisons hors de l'entreprise. Les vraies raisons de la souffrance au travail ne sont pas endogènes. Elles viennent effectivement de l'environnement économique des entreprises françaises. On a le sentiment que c'est finalement un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire une pression à l'extérieur de l'entreprise sur l'entreprise, puis une pression du chef de l'entreprise sur les managers, puis des managers sur les salariés finalement. Voilà. Et l'idée, c'est d'arriver à rester compétitif, alors que nos entreprises sont confrontées à une concurrence qui est d'une certaine façon totalement déloyale. Vous comprenez bien que les entreprises concurrentes dans les pays à bas coût n'ont ni les mêmes contraintes sociales, ni les mêmes contraintes fiscales, réglementaires et même environnementales. Donc la concurrence est faussée. Et partant, elle entraîne des externalités négatives qui forcément, in fine, en bout de chaîne, reposent sur les salariés. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette question des normes, vous dites que finalement, cette mondialisation a tendance à tirer nos propres normes à la baisse,
précisément à cause de cette productivité, de cet impératif de productivité. Alors, oui, mais alors là, c'est un petit peu plus compliqué, si vous voulez, parce que, je vais vous prendre un exemple, on a des contraintes géopolitiques aussi qui impliquent d'accroître un certain nombre de normes, si vous voulez. Et très concrètement, l'Union européenne a imposé des normes, par exemple, pour l'industrie automobile. Vous savez qu'on est en train de passer peu à peu au tout électrique, et ça a des conséquences extrêmement concrètes sur les industries automobiles françaises, qui sont soumises à cet impératif pour lequel elles ne sont absolument pas prêtes. Alors, la première conséquence, on la connaît bien finalement, hein, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises dans le secteur automobile qui se délocalisent à l'étranger. Alors, ce sont des délocalisations assumées ou camouflées, ça dépend des cas. Mais ce qui est un petit peu nouveau, et là, peut-être vous donner une information, presque un scoop on va dire, le centre de recherche et développement de PSA à Vélizy va déménager au Maroc. Vous voyez. Alors que pour l'instant on disait que finalement c'était uniquement les cols bleus, vous voyez, les ouvriers qui étaient délocalisés. En réalité ce problème concerne aussi les techniciens, les chercheurs, personne n'est épargné en réalité. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on a le sentiment que c'est vraiment le changement de ces dernières années. Auparavant effectivement, comme vous venez de le dire, on prenait un peu le reste du monde, des pays en développement pour l'usine du monde, voilà. On entendait, alors qu'aujourd'hui en réalité on se rend compte que les brevets ne sont plus déposés uniquement par des occidentaux, bien au contraire, que la recherche et développement est développé partout précisément, et que finalement on va perdre aussi bien les mains et les technologies. On a vécu avec un dogme qui était celui selon lequel il devait y avoir une répartition internationale du travail dans les pays à bas coût la production et chez nous toujours le travail de recherche, l'innovation, l'intelligence et on pensait qu'on pourrait fonctionner comme ça. Le problème c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que en mettant en pratique depuis une quarantaine d'années ce dogme, on a perdu 3,5 millions d'emplois dans l'industrie et on n'a pas retrouvé 3,5 millions d'emplois dans les services. D'autre part, c'est quand même assez incroyable de penser qu'on pourrait structurellement et sur le long terme rester les maîtres en matière de recherche, d'innovation, alors qu'en réalité, on se rend compte aujourd'hui que les Chinois déposent beaucoup plus de brevets que nous, qu'ils ont un TGV, entre guillemets, qui est au moins aussi bon, voire meilleur que le nôtre. Ce sont eux qui installent la 5G, ils sont capables d'envoyer une sonde sur Mars, et on reste avec l'idée que nous, on tirerait tout ça grâce à notre recherche-développement. C'est une erreur. Alors, parmi les différentes prises de conscience qui ont été permises par la crise sanitaire, on a vu notamment l'incapacité de la France à produire ses propres masques, qui ne semble quand même pas être la pointe de l'objet d'innovation, oui. Mais aussi la très grande dépendance à l'égard de ces pays du Sud, aussi bien asiatiques, je pense à la Chine, au Vietnam, à l'Inde bien sûr, surtout pour les produits pharmaceutiques. Donc oui. On se rend compte que finalement, la dépendance à la mondialisation nous a créé un déficit total de résilience. Absolument. On dit, et je pense que c'est assez vrai, que 80% des principes actifs des médicaments sont produits en Inde. Effectivement, il y a cette dépendance. Alors, ça résulte aussi de calculs économiques précis sur les chaînes de valeur internationales. Il faut produire à l'endroit où c'est le moins cher, quitte à ce qu'un produit soit fabriqué à plusieurs endroits successivement, de façon échelonnée. Bon, mais je pense aussi qu'il faut faire attention à un autre aspect. C'est que nos entreprises qui interviennent dans le secteur de la médecine, dans le secteur des biotechnologies, ce qu'on appelle la medtech, la biotech, on a de très très nombreuses PME qui sont très prometteuses. Mais il se trouve, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le directeur général de BPI France, Nicolas Dufour, 80% de nos jeunes entreprises sont rachetées par des investisseurs étrangers, notamment américains. Donc ces entreprises ne se développent pas en France. Et ça participe aussi à notre dépendance. Et on a le sentiment que quand on a aussi des personnes de talent, elles quittent la France, puisqu'on voit que le PDG de Moderna, un des 2 vaccins ARN messagers promus aujourd'hui, c'est un Français. Il y a beaucoup de chercheurs qui quittent la France, mais est-ce qu'on peut véritablement leur en vouloir ? Parce qu'au-delà de la question des rémunérations, hein, qui est bien connue, il y a aussi la question des moyens de la recherche. Et c'est vrai que c'est quand même extrêmement problématique pour la suite des choses, parce que la recherche, c'est la première phase avant les brevets, et puis après, avant l'industrie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous parlez beaucoup de la souffrance au travail en France, mais si je reviens à la question des principes actifs des médicaments qui sont fabriqués en Inde, il y a évidemment une question
éthique qui se pose. On sait que très souvent les fabricants se sont tournés vers l'Inde parce que les règles pour faire des essais cliniques, par exemple, étaient beaucoup plus souples que dans les pays européens. Et on a le sentiment que c'est assez amusant parce qu'on est un pays finalement qui veut donner toujours des leçons de droits de l'homme. On multiplie les sanctions à l'égard de Vladimir Poutine parce qu'il emprisonne Navalny. Mais on continue de faire venir des médicaments qui sont testés et fabriqués en Inde dans des conditions sans doute un peu discutables. Les intérêts économiques ont tendance de plus en plus à prévaloir sur les considérations éthiques, sur même le respect des droits de l'homme. Et c'est une conséquence, effectivement, de la mondialisation dérégulée aussi pour moi. Mais alors comment finalement se sortir de cela, dans le sens où finalement une opportunité qui sera moins regardante sur les droits de l'homme, qui sera moins regardante sur le droit du travail, il y en aura toujours. Donc comment faire la marche arrière en Europe et remettre un peu d'éthique finalement dans nos entreprises ? Je pense que dans le contexte actuel de mondialisation, c'est extrêmement difficile, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faudrait véritablement arriver à changer en profondeur l'environnement économique dans lequel évoluent nos entreprises. Quand je parle d'environnement économique, c'est la pression fiscale qui est excessive. Ce sont un certain nombre de normes qui sont parfois inutiles et paralysantes. C'est un certain nombre de règles sociales qui finalement sclérosent les entreprises et qui ne sont pas véritablement utiles pour les salariés. Vous voyez, nos entreprises traînent en fait un certain nombre de boulets aux pieds et c'est les raisons pour lesquelles elles ne sont pas toujours compétitives et c'est la raison pour laquelle on achète à d'autres pays des produits qu'on pourrait très bien, vous avez pris l'exemple des masques, évidemment, fabriqués en France. D'autant plus que la production est de plus en plus automatisée. Donc la question du différentiel de coût de main-d'œuvre est de moins en moins importante. Alors ça pose évidemment un autre problème, parce que le recours aux machines supprime des emplois, évidemment. On sait que le chômage est déjà dans des proportions quand même inquiétantes. Vous parlez de la pression fiscale. Comment on fait un tout avec tout ça ? Parce que finalement, les personnes qui sont au chômage sont indemnisées, ceux qui travaillent paient des impôts pour ceux qui ne travaillent pas, et les situations parfois perdurent. Vous l'expliquez bien dans ce livre. Oui, mais c'est tout un processus en réalité, c'est tout un ensemble sur lequel il faut revenir. Et dans le livre, je cite Maurice Allais, prix Nobel d'économie, qui avait déjà, il y a une trentaine, voire une quarantaine d'années, très bien perçu le phénomène et son évolution. Et il pensait qu'il fallait se tourner vers une économie de zone et non pas essayer de rechercher une ouverture totale des économies. Et des zones relativement imperméables entre elles. Oui, relativement imperméables, ce qui suppose évidemment une certaine protection de nos entreprises, employons gros mots, protectionnisme, limité dans le temps, limité sur les secteurs, mais il faudra y venir d'une certaine façon. Parce que sinon, on n'arrivera pas, je pense, à permettre à nos entreprises, à tout le réseau de PME, qui est très riche, une fois encore en France, de se développer. Et en France, on souffre de façon structurelle d'un manque de TI, d'entreprises de taille intermédiaire. On n'a pas beaucoup de licornes, vous savez, c'est ces entreprises de nouvelles technologies qui arrivent à avoir une forte croissance. Et c'est parce que leur environnement économique ne le permet pas. Mais on a le sentiment qu'il faudrait finalement un virage à 180 degrés, puisque on se rappelle de l'affaire Alstom qui a été menée tambour battant par celui qui était ministre de l'économie, qui est aujourd'hui président de la République, Absolument. Emmanuel Macron. Il y a plein d'autres fleurons de l'industrie française qui ont été vendus à l'encan de cette façon. On a du mal à penser qu'on aura un dirigeant, un chef d'État qui sera enfin capable de protéger simplement les intérêts de la France. C'est terrible à dire, mais finalement, on en est là. Alors, oui, c'est vrai que c'est difficile d'être tout à fait optimiste. Mais ceci dit, on a quand même des signes plutôt encourageants. On a quand même, au niveau de l'Union européenne, une certaine évolution. Vous voyez, l'Union européenne était fermée à 100% à toute forme de protection. Et elle vient d'encourager les États à adopter des dispositifs juridiques contre les prédateurs étrangers. Notre ministre de l'économie n'arrête pas de répéter qu'il veut défendre la souveraineté de la France. Alors, après, est-ce surtout que la souveraineté européenne, en principe. Alors, la souveraineté européenne, mais il a aussi parlé de souveraineté française par moment. Bon.
Est-ce que ce sont que des mots ou est-ce que ça sera suivi des faits? Toute la question est là. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a effectivement des dispositifs juridiques qui ont été mis en place récemment et qui permettraient de pouvoir bloquer un certain nombre d'acquisitions étrangères. Mais ce que je constate, c'est que pour l'instant, ces dispositifs ne sont pas mis en œuvre et à une ou deux exceptions près, il n'y a pas vraiment eu de blocage de rachat d'entreprises françaises par des investisseurs étrangers. Donc, je dirais qu'il y a peut-être un début de commencement de prise de conscience, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de réalisation concrète. Quand on voit par exemple l'arsenal juridique dont disposent les États-Unis avec l'extraterritorialité du droit, bien sûr, on peine à penser que l'Union européenne arrivera à faire le poids. Je pense que si tant est qu'elle en ait la volonté. C'est pas sûr qu'elle en ait la volonté, et je pense que derrière tout ça, il y a beaucoup de naïveté aussi, parce que clairement, on est dans une guerre économique. C'est pas seulement une simple compétition. Une compétition par nature est vertueuse, loyale, même si elle élimine les plus faibles, c'est plutôt bon finalement. Là, on est dans une vraie guerre économique de domination, si vous voulez, et les deux principaux acteurs de cette guerre économique, ce sont les États-Unis et la Chine. Mais nous, on est quand même partie prenante d'une certaine façon. Alors, jusqu'à présent, l'Union européenne ne nous a pas protégés, disons-le clairement, et je suis pas certain qu'elle puisse le faire. Comme vous dites, la volonté de le faire. Mais je crois que le premier point, c'est de reconnaître qu'il y a effectivement des agressions. Alors les agressions, elles sont juridiques parfois c'est de l'espionnage, parfois c'est des agressions numériques, technologiques, et reconnaître qu'on est dans cet état de guerre serait un premier pas vers une certaine résistance. Alors on a vu beaucoup de débats autour de la fameuse circulaire des travailleurs détachés, puisque vous l'expliquez évidemment dans le livre, la mondialisation, c'est pas uniquement la fluidité de transport de marchandises, c'est aussi la fluidité de transport humain. Ouais. Quelle incidence ces migrations ont-elles sur l'économie française ? Écoutez, je vous dirais deux choses. La première chose, c'est que l'émigration de masse que nous vivons actuellement a démarré il y a déjà assez longtemps en réalité. Et ce sont souvent les chefs d'entreprise qui l'ont généré, qui l'ont encouragé, vous voyez, parce que c'était une main-d'œuvre bon marché. Certains commentateurs, certains acteurs ont très vite perçu les risques que ça pouvait générer, et je dirais à gauche comme à droite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Georges Marchais à l'époque avait déjà dit attention, ça peut poser un problème, parce que c'est sûr que l'afflux de travailleurs qui sont prêts à travailler dans des conditions différentes de celles dont on devrait normalement travailler en France, et pour des rémunérations inférieures, eh bien, ça peut finalement entraîner des conséquences pour les Français. C'est le fameux dumping social. C'est le fameux dumping social. Alors ça c'est le premier point. Et puis, il y a un second point, c'est que on a une France, à mon sens, qui est de plus en plus coupée en deux. Et on a d'un côté des personnes qui cherchent désespérément à travailler, à donner le meilleur d'elles-mêmes, et parfois à faire des efforts inconsidérés, je dirais presque anormaux. Voilà. Et puis d'un autre côté, on a toute une frange de la population qui est pratiquement découragée d'entrer sur le marché du travail. Vous savez, on dit souvent qu'on a 3 millions de chômeurs en France. C'est pas vrai. Bien sûr. On a 6 millions de chômeurs en France, en réalité, à minima. Un Français sur 4 en âge de travailler est aujourd'hui soit au chômage, soit en grande précarité professionnelle. Voyez. Et donc, on a vécu longtemps avec l'idée que l'immigration fournissait une main-d'œuvre. L'immigration, c'était des consommateurs aussi, donc ça tirait la croissance dans une logique keynésienne. Mais en fait, on commence à découvrir aujourd'hui qu'il y a aussi des effets extrêmement négatifs. On a le sentiment aussi que finalement, vous dites d'ailleurs à plusieurs reprises aussi dans l'ouvrage que la notion de travail elle-même est dépourvue de sens aujourd'hui à l'esprit de beaucoup de Français, aux yeux de beaucoup de Français, qu'on a du mal à encore ressentir sa valeur. Et j'avais envie de penser finalement en lisant que peut-être qu'on a moins la valeur du travail parce que tout simplement on arrive à en vivre sans. Alors, on peut parfois en vivre sans, effectivement, et j'ai évoqué un petit peu dans le livre les stratégies de fuite de celles et ceux qui, grâce aux aides sociales, grâce aux aides familiales, grâce parfois à des petits boulots, et puis parfois un peu de délinquance aussi, arrivent finalement à vivre à peu près correctement.
Parfois mieux qu'un ouvrier qui touche le SMIC. Voire peut-être dans certains cas mieux qu'un ouvrier. Oui. Vous savez, moi j'ai un souvenir, je suis enseignant et j'ai un étudiant un jour qui était un peu désespéré et qui me disait je ne vais pas y arriver. Alors j'ai essayé de l'encourager. Puis il me disait, je me demande si ça a beaucoup de sens ce que je fais, parce que même si je suis diplômé, le travail que j'aurai me rapportera pas grand-chose. C'est pas des études prestigieuses. Et honnêtement, avec un petit job de 3 jours, plus quelques autoradios samedi soir, j'arrive à bien vivre. Vous voyez, c'est terrible. Et l'État n'a pas de réponse face à cela? Écoutez, quand on est dans un contexte de chômage de masse, quand on a une délinquance quand même qui ne faiblit pas, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a des questions à se poser sur l'efficacité de l'État. Et sur la question de l'immigration, évidemment. Et sur la question de l'immigration, évidemment. Alors, on sait que notre président Emmanuel Macron a plaidé à plusieurs reprises en faveur de l'uberisation de la société, ce beau néologisme, notamment grâce à la loi travail qui porte le nom El Khomri, mais qui était dessinée par Emmanuel Macron. Quelles sont les incidences de cette flexibilité et de ce salariat un peu déguisé et de salariat sans finalement les cotisations sociales? Alors, il faut distinguer les conséquences au niveau des entreprises et puis des salariés eux-mêmes. Au niveau des entreprises, c'est un cran supplémentaire dans la flexibilité qui permet aux entreprises de s'adapter de mieux en mieux à la concurrence et d'éviter je dirais, trop grande stabilité des coûts salariaux. On s'adapte beaucoup mieux à des hauts et des bas économiques, si vous voulez, quand on fait travailler des personnes ubérisées que quand on a des salariés en CDI, c'est clair. Mais au niveau des personnes elles-mêmes, je pense que c'est une régression sociale majeure, si vous voulez. Régression sociale parce que moi j'ai la faiblesse de penser que on est heureux et on arrive à bien vivre si on a un minimum de stabilité professionnelle et financière, si vous voulez. Or, aujourd'hui, cette stabilité elle est de plus en plus difficile à obtenir. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré, dans la préparation de ce livre, des salariés ubérisés très heureux. Ils disaient j'ai plus un patron au-dessus de moi qui me donne des ordres, je travaille un peu quand je veux, et puis je suis indépendant. Voilà. Mais en réalité, ils ont troqué, si vous voulez, une dépendance pour une autre dépendance qu'ils ne perçoivent pas. Ils ne s'occupent pas, qu'est-ce qui se passe si je suis en congé maladie, ça n'existe plus, qu'est-ce qui se passe pour ma retraite, voilà. Et puis les vacances, on n'en parle même plus, parce que bien souvent, les congés payés, c'est oublié. Voilà. Donc, si vous voulez, ça donne l'impression d'une fausse liberté pour les salariés, et je pense que c'est une vraie régression sociale. Alors justement, vous parliez du temps de travail, de l'adaptation des salariés ubérisés. Votre critique de la question de la durée du temps de travail est très intéressante parce que finalement, vous cassez le mythe on travaille moins, on travaille plus qu'avant. Vous expliquez que les agriculteurs, auparavant, quand on avait une industrie, une économie qui était beaucoup plus centrée sur l'agriculture, parfois on ne travaillait pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire parfois la moitié de l'année. Et c'est assez amusant de voir ces différences. C'est vrai, mais c'était avant la révolution industrielle. Bien sûr. On travaillait effectivement moins en nombre de jours, en nombre d'heures. Et c'était vrai pour les agriculteurs, mais c'était vrai aussi pour les artisans qui parfois travaillaient 3-4 jours par semaine. Voyez, c'est la révolution industrielle qui va bouleverser tout ça. Et on va arriver au 19e siècle à des semaines de travail qui vont dépasser les 70 heures, voyez, voire parfois 80 heures dans certains pays comme l'Allemagne. Bon, et puis il y a le travail des enfants, et puis voilà. À partir, je dirais, du début XXe siècle, on a eu quand même une tendance structurelle à la baisse du temps de travail. Bon, et puis ça s'est pas fait de façon régulière, ça s'est fait avec des chocs, des à-coups, et ces à-coups ont parfois été préjudiciables aux entreprises et à notre économie. Voilà. Les 35 heures ont fait beaucoup de mal, d'une certaine façon, à notre économie. Il ne faut pas s'en cacher. Néanmoins, je défends la thèse qu'il y a une possibilité, je dirais, de réduire peu à peu le temps de travail, une qualité de vie qui nous est offerte grâce notamment aux machines, au progrès technique, vous voyez. Alors, est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui ?
Eh ben, la réponse, malheureusement, c'est non. Parce que, là encore, on est confronté à une compétition internationale qui nous interdit, en réalité, de mettre cette question sur le tapis et d'y réfléchir sereinement. On ne va pas travailler encore moins, alors que déjà, les Français, ce qui n'est pas totalement exact, mais sont réputés travailler moins que leurs voisins européens et évidemment beaucoup moins que les Indiens ou les Chinois. Voilà. Donc, c'est un débat qui est à mon avis, camouflé par la mondialisation. Mais ce que je défends dans le livre, c'est qu'on devrait, au niveau de chaque État, si un État était vraiment indépendant, on devrait avoir un débat sur la durée du temps de travail qui ne soit pas contrainte par les externalités, par les contraintes économiques mondiales. Alors pour terminer cette émission, Laurent Izard, une petite anecdote, vous parliez des machines justement pour potentiellement réduire le temps de travail, des machines qui seraient alliées de l'homme, du salarié. On sait que beaucoup ont décrit les machines au contraire comme celles qui tueraient le salariat et des emplois. On a vu le 1er mai dernier dans une chaîne de magasins, Casino pour ne pas la citer, une trentaine de magasins qui ont été ouverts sans caissière, juste avec des caisses automatiques. Évidemment, ça a été la catastrophe. Les clients fatigués d'attendre ont laissé les chariots en plein milieu des rayons. C'est assez amusant cette démonstration. Oui, mais je pense que c'est une question d'adaptation. C'est-à-dire que, vous savez... C'est une question de temps. On pourrait très bien faire le 1er mai sans salariés au Casino. Ce que je pense, c'est qu'on n'arrête pas le progrès technique, si vous voulez. Bon, et même à ce niveau-là. Voilà. Maintenant... il faut que le progrès technique, si vous voulez, s'installe progressivement. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on a une violence de l'évolution du progrès technique qui fait que ça propulse un certain nombre de personnes vers le chômage. Et ça propulse un certain nombre de personnes vers l'insécurité aussi. Hein. Parce que derrière ces caisses automatiques que vous évoquez, avant, il y avait des caissières. Bien sûr. Et maintenant, il n'y a plus de caissières, vous voyez. Alors, est-ce que c'est un progrès? Est-ce que c'est pas un progrès pour le consommateur? Moi, j'en sais rien. Moi, j'aime bien les contacts quand même. J'aime bien qu'il y ait des personnes. Une fois encore, on ne lutte pas contre le progrès. Moi, ce que je constate, c'est que la mondialisation a accéléré la diffusion du progrès technique et que ça a été un élément générateur de chômage. Alors, dans votre avant-propos, vous dites que la mondialisation est un phénomène complexe et, je vous cite, peu réversible. Pour autant, à la fin de cet ouvrage, vous invitez à réinventer la mondialisation. Oui. Comment fait-on ? Alors, vaste problème, vaste sujet. Non, réinventer la mondialisation, ça veut dire d'abord, à mon sens, retrouver un certain sens de l'équilibre, si vous voulez. Confronter nos entreprises à une concurrence d'entreprises de pays à bas coût, c'est pas quelque chose d'équilibré, si vous voulez. Inciter un cadre à travailler 70 à 80 heures par semaine, j'en ai rencontré, on n'est pas dans l'équilibre, si vous voulez, entre la vie de repos, de loisirs et puis la vie de travail. Demander, comme l'ont fait certaines entreprises américaines, à leurs cadres féminins de congeler leurs ovocytes pour pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes pendant la période 20-40 ans à leur entreprise, puis vous ferez des enfants par la suite à 45-50 ans, on n'est pas, si vous voulez, dans une notion d'équilibre. Donc je pense que la première chose à faire, c'est mener une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que l'être humain au travail. Et à partir de ça, il faut se donner les moyens de mettre en œuvre ce qu'on a un peu voulu, ce qu'on a un peu décidé ensemble. Et à mon avis, ça ne se fera que si on se protège d'une certaine façon de la concurrence étrangère. Et alors une protection nationale ou une protection finalement individuelle pour essayer de se mettre en marge de cet énorme temps qu'appelait mondialisation ? Alors, au niveau individuel, c'est quand même extrêmement difficile. Je sais qu'il y a un mouvement actuellement, et vous le savez, de création de micro-entreprises, d'auto-entreprises. On veut être indépendant, on veut plus dépendre, on veut faire du local, voilà. Vous savez, on a créé énormément de micro-entreprises depuis quelques années. La rémunération moyenne des auto-entrepreneurs, c'est 470 € par mois. Bon, autrement dit, on n'en vit pas. C'est le RSA, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il faut avoir, effectivement, pour vivre normalement, correctement, il faut avoir
conjoint qui travaille, ou il faut avoir d'autres sources de revenus. Bon. C'est très très difficile de se protéger contre la mondialisation. Et c'est pour ça que dans mon livre, je défends le salariat, parce que le salariat est beaucoup critiqué, mais il a apporté une certaine stabilité aux personnes, si vous voulez. Moi, je crois que cette protection, elle peut s'envisager aussi au niveau national, et je pense qu'il faut avoir un petit peu le courage d'enfreindre un certain nombre de règles auxquelles nous nous sommes soumis, et notamment un certain nombre de traités internationaux qui nous condamnent à vivre dans cette situation de concurrence qui a donc tous ces effets si négatifs sur la France au travail. Merci beaucoup Laurent Izard. Je rappelle le nom de votre livre, La sueur de ton front. C'est aux éditions de L'Artilleur que vous pouvez acheter sur la boutique de TV Liberté. Merci beaucoup Laurent Izard. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer sur le pouce en l'air. À la semaine prochaine. Au revoir.